Bonsoir messieurs, Razavi et Montali, on va parler de votre livre « La pieuvre de Téhéran » ou comment l'Iran tisse sa toile, notamment et surtout en Occident. Première question, vous dites dès le début de ce livre avoir subi des pressions, vous évoquez les citoyens iraniens qui ont enquêté sur la face sombre du régime au péril de leur vie et qui ont témoigné, condamnés à mort ou exécutés par le régime. Est-ce que vous-même, vous avez subi des pressions pendant l'enquête pour écrire ce livre ? Alors oui, de toute façon, enfin les pressions, en ce qui me concerne, puisque je suis d'origine iranienne, elles existent depuis de nombreuses années. Et il est impossible aujourd'hui en fait d'enquêter sans avoir des pressions directes, voire indirectes parfois, parce que ça peut être par des relais, tout simplement en fait du ministère des Affaires étrangères iranien, par des gens qui peuvent opérer à Paris, qui parfois peuvent être d'ailleurs français, mais il en va de même pour nos confrères en fait qui sont aux États-Unis ou en Angleterre, qui enquêtent sur ces sujets-là, à qui l'on peut parfois déconseiller en fait de poursuivre, si vous voulez, leurs enquêtes. Comment ça se passe concrètement, ces pressions, parce que c'est tout un univers qu'on découvre en lisant votre livre. Et en effet, vous racontez des cas qui vont jusqu'à des situations totalement dramatiques, des enquêteurs exactement, qui ont été kidnappés, mis en prison en Iran, exécutés. Vous, à votre niveau, on vous fait passer des messages, on vous décourage de rencontrer certaines personnes, par exemple ? Bien sûr, il y a des messages qui sont passés, parfois d'ailleurs par SMS. Il y a des messages tout simplement parfois qui sont véhiculés par des intermédiaires nous disant tu sais tu devrais arrêter, c'est pas bon, et puis tu vois en fait aujourd'hui ce que tu dis, beaucoup de gens en fait le contestent, etc. Alors encore une fois il faut faire fi de ça, c'est le principe même de l'enquête, je pense que vous connaissez ça très bien à France Télévisions, c'est le principe de l'investigation, c'est-à-dire qu'à un moment donné on doit faire fi absolument de ça. Je dirais que dans nos cas c'est pas tellement grave, ce qui est très dommageable, qui peut être très dommageable, dramatique, c'est évidemment des journalistes en fait qui sont retournés en Iran parfois et qui ont été arrêtés, évidemment, et qui ont été exécutés. Jean-Marie Montali, ce livre donc, que vous avez coécrit, La pieuvre de Téhéran, c'est une enquête sur des réseaux d'espionnage et aussi des agents d'influence. On va d'abord parler des réseaux d'espionnage parce que l'actualité est arrivée ainsi. Aujourd'hui, on a appris qu'en Allemagne, il y avait un homme qui avait été arrêté, soupçonné d'espionnage contre des cibles juives. L'ambassadeur iranien a été convoqué en Allemagne. Ces espions, cette menace-là, elle existe aussi en France, et dans quelle mesure? En clair, est-ce qu'on la sous-estime? Alors cette menace, elle existe en Allemagne, elle existe en Angleterre aussi, puisqu'il y a quelques mois, le MI5 avait fait une alerte en disant une note en disant que les risques d'attentat n'avaient jamais été aussi élevés. Et plusieurs de nos contacts en France, des services de sécurité, nous disent qu'en effet, en ce moment, le risque d'attentat est très élevé. Mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, du risque d'attentat, c'est vrai qu'en France, nous vivons avec des risques d'attentat, qu'ils viennent de l'Iran, d'autres groupes qui se projettent à l'extérieur, voire comme on dit, les loups solitaires. La question de Camille était très précise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur le territoire français, des espions iraniens? Oui. Oui. Et je ne sais pas si la menace est sous-estimée. Les services secrets français, les services de sécurité français sont très au fait de tout ça. Si nous, on le sait, évidemment, vous imaginez bien que les services de renseignement le savent. Alors, on a quand même la chance de vivre dans une démocratie. Donc, on a arrêté des espions, vous avez vu, en France récemment. Donc, on le fait, on le sait. La menace sous-estimée, c'est un petit peu difficile. En tout cas, elle est calibrée. Et puis voilà, et puis après on fait avec les moyens qu'on a, mais beaucoup d'agents nous ont dit, vous savez, c'est tous les gens qu'on soupçonne d'influence ou d'espionnage, on devait les arrêter ou les suivre en permanence, en fait on n'aurait même pas assez de personnel pour ça. Donc ça dit l'ampleur de cette menace, y compris dans l'espionnage. Alors moi je voudrais ajouter une chose si vous permettez, parce que pour rebondir sur ce que dit Jean-Marie a raison, vous avez des cas concrets, vous avez Bachir Biazar qui est un espion en fait de la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est l'unité d'élite. Expliquez-nous cette force justement. C'est l'unité d'élite en fait. Qui forme donc les espions qui sont ensuite envoyés en Occident. Alors, notamment la force Al-Quds, c'est l'unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique. Cette unité d'élite, elle est composée de plusieurs départements. Il y a notamment en fait un département chargé de l'influence, un autre chargé en fait de la guerre asymétrique. Ils sont spécialistes en fait de la cyberguerre aussi. Et leur territoire, c'est l'étranger. C'est tout ce qui est en dehors de l'Iran. Leur territoire, c'est tout ce qui est à l'extérieur en fait de la République islamique d'Iran. Et l'année dernière à Dijon. Vous avez donc Bachir Biazar, qui est un agent de haut niveau de la force Al-Quds, qui a été arrêté par la police
française, parce qu'il était chargé de surveiller des opposants appartenant en fait à la diaspora en fait iranienne. Il faut savoir qu'à Dijon, moi j'ai grandi à Dijon, donc je le sais, il y a une diaspora iranienne qui est assez importante, et donc il était chargé de surveiller des opposants en fait iraniens, mais aussi de faire en fait, comment dire, de l'influence dans les milieux universitaires, notamment les milieux universitaires d'extrême gauche. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a été arrêté parce que un Algérien accusé d'être un membre des services secrets algériens et de surveiller des opposants algériens. La Chine fait pareil, la Russie fait pareil. Ouais. En fait, ce que vous dites, c'est que l'Iran pratique l'espionnage à l'étranger exactement comme les autres grandes puissances. Non, on ne dit pas ça. En fait, on explique que tous les pays font de l'influence, tous les pays font du soft power, mais l'Iran est un pays particulier. L'Iran, c'est un pays en fait qui est un narco-État. La République islamique, c'est un narco-État. J'ai consacré un livre à ça, une longue enquête et plusieurs enquêtes pour Paris Match. L'Iran, c'est un pays en fait qui a, institutionnalisé en fait le terrorisme depuis 1979, les prises d'otages. Je rappelle pour vos auditeurs qu'on a quand même 2 otages d'État français dans les geôles iraniennes aujourd'hui qui sont innocents en plus. Justement, j'allais vous en parler parce qu'aujourd'hui, on a également appris que donc, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont accusés d'espionnage par l'Iran, avaient eu un contact avec des représentants diplomatiques. Et d'ailleurs, ça pose la question en fait de la place des espions et de l'espionnage dans la mentalité, je ne sais pas comment dire, du régime iranien. C'est-à-dire il y a tous ceux qu'ils envoient et tous ceux qu'ils accusent sur leur propre territoire d'espionnage. Vous pouvez nous expliquer cette mentalité du régime iranien autour des espions ? Moi, j'aimerais, si vous le permettez, compléter ce que disait Emmanuel sur, effectivement, tous les pays font de l'influence, mais tous les pays n'ont pas la même constitution que la République islamique d'Iran, qui, depuis octobre 1979, proclame, dans son préambule, que son projet, c'est le djihad mondial. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est dans le préambule de la Constitution de 79, mais c'est aussi dans les écrits de Khomeini, qui date d'avant et qui a écrit un texte qui s'appelle La conquête des territoires non musulmans, où c'est très très clair. C'est écrit avant la Révolution de 79. C'est très clair, on le sait. Donc l'influence, si vous voulez, c'est quelque chose... Cette influence, quand même, est quand même autre chose que l'influence italienne. On va continuer de parler de l'influence, mais sur cette utilisation des espions à la fois à l'étranger et sur leur territoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mentalité du régime iranien ? Alors, si vous voulez, c'est très simple. Quand Khomeini, en fait, était en exil à Paris, enfin, dans la région parisienne, à Neuf-le-Château, précisément... Avant de revenir en Iran. Voilà, entre octobre 1978 et janvier 1979. Si vous voulez, il se rend compte, en fait, qu'il arrive à pénétrer assez facilement. Alors, ce que je vous raconte, ça nous a été raconté par des gens de l'entourage de Khomeini, à commencer par Mohsen Shahzegara, qui l'accompagnait, qui est un des cofondateurs du corps des gardiens de la Révolution. Et il se rend compte, en fait, que finalement, en instrumentalisant à la fois la cause palestinienne, le côté, en fait, de la lutte anti-impérialiste, si vous voulez, la lutte contre l'oppression. Oui, enfin, son truc, c'est l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, en fait, bien sûr, à l'époque, l'antisionisme aussi. Et donc, il se rend compte qu'il pénètre assez facilement, donc, les intellectuels, en fait, de gauche. On se souvient de Jean-Paul Sartre, qui fait partie, à l'époque, du comité de soutien de l'ayatollah Khomeini. Vous citez Michel Foucault. Michel Foucault, quand même, qui a dit de Khomeini que c'était un saint, dans un de ses textes. Enfin, on a vu le saint, ce qu'il a fait. Il a fait quand même massacrer des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers. Vous parlez de l'influence. À propos de la visite, donc, à nos agents français, cette culture de dénoncer des espions dans le camp d'en face. Alors, attendez, vous parlez de quoi ? De l'Iran qui a la culture de dénoncer les espions ou de la France ? De l'Iran qui a fait de Cécile Collère et de... Ah oui, alors la question elle est simple, c'est que pour faire pression sur les démocraties, la République islamique d'Iran aujourd'hui considère que la France reste un pays très influent, notamment en Europe, mais aussi dans une partie du Moyen-Orient. Je vous rappelle que la France, elle dispose de bases, notamment en fait à Abu Dhabi, donc pas loin de l'Iran, très clairement. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour faire pression en fait sur l'État français, il y a cette pratique en fait de la diplomatie en fait des otages. Comme monnaie d'échange. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la terreur. C'est ce que les observateurs appellent la diplomatie de la terreur. À chaque fois qu'il y a des négociations entre l'Iran et un pays occidental, notamment peut-être sur le nucléaire, que ces négociations se tendent, la prise d'otages... Comme monnaie d'échange. Et souvent un moyen de faire pression. On parle de Cécile Collère, on parle de Jacques Paris, mais il y a d'autres otages, d'autres nationalités. C'est la diplomatie de la terreur. C'est quelque chose qui a été... Ça non plus, c'est pas spécifique à l'Iran. Mais si, attendez, excusez-moi, enfin, là je comprends pas votre remarque. Non, je demande, très clair. Une remarque, non, bien sûr, c'est spécifique. Les groupes au Sahel, les groupes du Sahel ont souvent pris des otages. Les groupes du Sahel, c'est pas un État. On parle d'un État qui a une représentation, qui a des ambassades. Je vous pose des questions. Ne l'énervez pas. Juste une chose. On parle de choses extrêmement graves, monsieur. Il y a des morts quotidiennement en fait en Iran. Moi, je suis d'origine iranienne. Il y a des familles qui sont persécutées par ce régime depuis 46 ans.
On fait un travail d'investigation qui est assez précis, puisqu'on a interviewé, je dirais, des gens de l'ombre, que ce soit aux États-Unis, en fait, en France, dans d'autres pays, et des gens du régime iranien, très clairement. La République islamique d'Iran fonctionne comme une organisation terroriste islamiste, sauf que c'est un État. C'est un État qui a des représentations consulaires. Mais Poutine aussi, par exemple, vient d'une basketteuse américaine, faussement accusée des... Enfin, je ne veux pas du tout défendre l'Iran, mais enfin, j'ai l'impression que Poutine fait pareil, par exemple. Mais Poutine... Alors écoutez, vous avez raison sur un point. Aujourd'hui, la Russie fait de l'influence en Europe, en France. Il y a des opérations d'ailleurs conjointes. Il faut savoir que les services secrets russes forment depuis 45 ans, 46 ans, les services secrets iraniens et qu'il peut y avoir des opérations en fait, d'influence qui sont coordonnées par les deux services, par les deux pays sur le territoire en fait européen. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que l'Iran, je terminerai là-dessus, c'est que l'Iran a perpétré énormément d'attentats terroristes quand même sur le territoire européen, à commencer par la France. Je pense que vous vous en souvenez. Alors, vous parlez des espions, je voudrais vous parler des agents d'influence. Parce que, bon, des espions, on sait ce que c'est. Mais vous dites aussi qu'il y a, à l'intérieur des pays européens, et particulièrement de la France, des agents d'influence. Alors, on voudrait savoir ce que vous mettez derrière ce terme. On se disait que ça faisait assez roman d'espionnage. Les agents vous-même, vous l'écrivez dans le livre en disant, quand on prononce le terme d'agent d'influence... C'est quoi? C'est qui? Alors, moi, j'aurais quand même terminé de répondre à la question précédente, parce que la question que vous avez posée est assez gênante. Elle ne m'énerve pas, mais elle me gêne. Vous comparez les groupes terroristes qui prennent des otages à une politique d'État. On ne peut pas le faire, on ne peut pas accepter voilà. Et vous comparez aussi Poutine prend des otages. Effectivement, enfin, Poutine, ce n'est pas non plus l'inventeur de la démocratie chrétienne ou de la social-démocratie. C'est sûr. Donc, on ne peut pas prendre ces exemples-là pour essayer de comprendre ou justifier une politique d'État, parce que c'est une politique d'État. La question, après, c'était les agents d'influence. Emmanuel est calmé. Non, parce que dans votre livre, votre enquête est très intéressante parce que vous évoquez les réseaux d'espionnage et ces réseaux d'agents d'influence. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais déjà, partons de la bonne définition. Qu'est-ce que vous entendez par agent d'influence? Alors, des agents d'influence sont des gens en fait qui vont être des relais de la République islamique d'Iran, de ses services de renseignement. Consciemment? Alors vous avez raison, vous avez les agents d'influence qui peuvent le faire consciemment et vous avez les relais d'influence qui peuvent le faire parfois inconsciemment. Les agents d'influence sont des gens en fait qui sont castés en général par des services secrets en fait iraniens qui peuvent œuvrer dans les différentes ambassades. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois, de l'ambassade d'Allemagne, qui est une des ambassades de la République islamique d'Iran, qui est les plus actives en Europe en matière en fait d'espionnage et d'influence. C'est très documenté en source ouverte, je vous encourage à aller voir. L'ambassade, iranienne à Paris ne fait pas exception, elle est aussi quand même extrêmement active en matière en fait d'influence. Mais c'est qui, par exemple? C'est-à-dire, c'est qui ces agents d'influence, c'est des militants politiques, c'est des universitaires. Alors vous avez tout, vous avez des gens, bien sûr, alors vous avez tout. En fait, ça commence, le premier champ de recrutement, si vous voulez, ce sont les universités, très clairement. Et depuis, en fait, le début des années 80, la République islamique d'Iran a misé, en fait, sur les recrutements notamment auprès des doctorants, des chercheurs qui sont spécialistes du Moyen-Orient ou de l'Iran. Donc, oui, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Ouais. Ces agents étudiants sont utilisés pour faire de la propagande anti-israélienne sur les campus. Leurs actions convergent avec des groupes pro-palestiniens. Oui, parce que dans les années 70, si vous voulez, Khomeini avait découvert, donc bien avant l'émergence de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini découvre en fait Yasser Arafat, voit qu'il est, très relayé. Vous dites que ça a été le premier dignitaire reçu à Téhéran. Pas moi qui le dis, c'était documenté par des photos, par excusez-moi, par l'AFP aussi. C'est compliqué de vous intéresser. Je vous rends hommage en disant que vous l'écrivez. Ça, merci, j'ai lu votre livre. Vous dites, et je ne le savais pas, que ça a été le premier, parce qu'on oppose souvent les chiites et les sunnites. On sait que l'OLP était plutôt sunnite, et pourtant, Arafat a été le premier dignitaire reçu en 79 à Téhéran. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Michel Foucault, et Michel Foucault voit très bien qu'il s'intéressait au mécanisme révolutionnaire, voit très bien l'importance de cette visite, puisqu'il comprend à ce moment-là que, vous savez, la revendication des justes droits du peuple palestinien n'avait pas soulevé la rue arabe, l'opinion arabe, et Michel Foucault comprend que si cette revendication nationaliste avait l'apport du dynamisme islamique, ça serait formidable. Et c'est ce que comprend aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, l'ayatollah Khomeini, qui se dit, si moi je deviens aussi le libérateur, donc il fait l'alliance... Pardon. Non, allez jusqu'au bout de votre phrase. Donc, revenons aux agents d'influence. Donc les agents d'influence, c'est qui? Recrutés dans des universités, parfois, ils sont suivis sur le long terme, recrutés parfois dans des partis politiques, recrutés chez d'anciens diplomates, recrutés chez des journalistes. Si vous voulez, on a dressé, je crois, une liste assez exhaustive de la typologie en fait des agents d'influence qui sont recrutés par les services secrets iraniens. Mais là, vous avez raison, c'est que d'autres services secrets en fait le font d'autres pays. Mais en revanche, encore une fois, il y a une constante en Iran, c'est que c'est un État terroriste.
Et en clair, Emmanuel Razavi, quand on parle d'aujourd'hui, toutes les manifestations, par exemple, qu'on a pu voir sur les campus américains, vous estimez que derrière, il y a la main de l'Iran, que derrière, c'est des agents d'influence qui ont alimenté ces prises de position sur les campus américains? Alors non, on n'estime rien, c'est-à-dire qu'une partie, en tout cas, de ces manifestations, et c'est documenté aussi par des services de renseignement en fait occidentaux, effectivement, mettent en question la responsabilité en fait de réseaux liés à l'Iran, mais pas qu'à l'Iran parfois, aussi à la Russie parfois. Donc on retrouve en fait plusieurs pays, si vous voulez, quand même derrière. Mais effectivement, en bonne position, la République islamique d'Iran et ses services aux États-Unis, notamment parce que c'est probablement aux États-Unis en fait que la République islamique d'Iran, qui n'a pas d'ambassade là-bas, a déployé en fait le plus grand nombre, d'après en fait les gens proches du FBI qu'on a pu interroger, a déployé le plus grand nombre en fait d'agents et de relais d'influence. Alors vous parlez aussi de la France dans ces relais d'influence. On va parler de la France. Aujourd'hui, vous pointez très clairement la France insoumise. Très clairement. La manière dont plusieurs de ses membres reprendraient, selon vous, des éléments de langage favorables au proxy de Téhéran. Vous l'écrivez ainsi, comme le Hamas, le Hezbollah. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de manifestations en France, que plusieurs élus de la France insoumise se sont engagés. Vous allez très loin quand même. Vous parlez de folklore insurrectionnel de la France insoumise. Est-ce qu'on ne peut pas être sincèrement choqué des bombardements massifs contre Gaza sans pour autant être un agent d'influence iranienne? Vous caricaturez un peu quand même le travail d'enquête que l'on a fait. Vous avez 30 minutes pour nous expliquer, détailler. Donc justement, la question est celle-là. Est-ce que vous caricaturez, excusez-moi, c'est ma réponse. De façon extrêmement claire, si vous voulez, on ne dit pas que tous les gens qui sont à la France insoumise sont liés à l'Iran. On ne dit pas que les gens qui manifestent en faveur de Gaza sont tous liés à l'Iran. On n'a jamais écrit ça de façon extrêmement claire. En revanche, il y a aujourd'hui des gens... qui était une question assez caricaturale, vous en conviendrez. En reprenant votre écrit, non, je m'en conviens. Écoutez. Alors, moi, je voudrais vous parler du folklore insurrectionnel qui ne concerne pas que LFI. Quand j'avais 20 ans, j'étais très tenté par ça. Et ça, c'est très français, si vous voulez. 1979-1980, les armes se taisent au Vietnam, c'est la fin de la guerre des décolonisations. Les intellectuels français qui avaient soutenu d'autres révolutions voient que ces révolutions, finalement, n'ont pas abouti à grand-chose. À Cuba ou en Chine, et on a besoin de héros. On aime les héros, et puis d'un seul coup, on nous parle de justice, de droit, de terre. Donc, quand on parlait d'agent d'influence, c'est ça aussi, c'est dans la rhétorique qui est utilisée qui est utilisée par ça. Il y a des agents d'influence qui le font consciemment, qui sont vraiment au service, et puis il y en a d'autres qui le font tout simplement. Vous savez, quand des étudiants de Sciences Po bloquent une université, ne sont pas des agents rémunérés par Téhéran, sont tout simplement des gens qui sont sincèrement, probablement choqués, comme vous, comme moi, par les bombardements. Très bon exemple. Voilà. D'où ma question. Qu'on pointe, beaucoup l'ont fait, qu'on pointe parfois des complaisances de la France insoumise avec un certain islamisme radical. Vous n'êtes pas les premiers à le faire, tout le monde le fait. C'est vrai que vous allez plus loin en accusant la France insoumise d'être inconsciemment, mais parfois consciemment, des relais d'un État dont vous dites vous-même qu'il est très précis, je crois. Dont vous dites vous-même qu'il est très différent des autres parce que c'est un État terroriste. Donc voilà, on s'interroge sur, c'est quand même une accusation relativement grave. Vous dites voilà, elle est Non mais attendez, alors, on va être très clair, on n'accuse de rien, personne, on est factuel. Aujourd'hui, factuellement, il faut comprendre que les services secrets iraniens utilisent notamment en fait une organisation de leur proxy qui s'appelle le FPLP. Le Front populaire de libération de la Palestine, d'accord, par le biais duquel, en fait, ils approchent des politiques en général d'extrême gauche, en fait, en Europe. Je vous rappelle que quand même un certain nombre de députés de la France insoumise ont donné des conférences avec un dénommé Salah Hamouri, franco-palestinien, membre du bureau politique du FPLP. Il l'a contredit lui, mais malheureusement sur le site du FPLP, il était bien mentionné qu'il faisait partie en fait du bureau politique de l'organisation. Cette organisation aujourd'hui, elle est listée comme étant une organisation terroriste en Europe. Il paraît surprenant que des députés de la République française, si vous voulez, multiplient en fait les conférences avec un type comme lui, qui d'ailleurs a été condamné en Israël, vous le savez, pour avoir projeté un attentat contre le grand rabbin d'Israël. Exemple.
Voilà, ça me paraît assez concret. Maintenant, vous avez dans l'entourage aussi, dans la proximité d'une certaine extrême gauche en fait en France, on en parle, de Shahin Azami, qui distribue des drapeaux de la République islamique d'Iran en place publique à Paris pendant les manifestations, qui est reçu au ministère des Affaires étrangères iranien, qui pose en photo d'ailleurs avec des dignitaires du ministère des Affaires étrangères iranien, et qui a été reçu d'ailleurs sur des chaînes de télévision françaises. Jean-Marie Montali, vous vouliez compléter. De la même façon que tout le monde est choqué évidemment par les bombardements et les représailles massives sur Gaza, tout le monde a été extrêmement choqué aussi par les pogroms du 7 octobre, évidemment, qui ont sidéré le monde entier. Pendant 2 jours ou 3 jours, on était muet de stupeur, de frayeur. Et vous dites que c'est l'Iran derrière. Et d'incompréhension. Il nous reste 30 secondes. Très rapidement, le Hamas, qui est reconnu comme un mouvement terroriste, très rapidement, des élus de LFI ont adopté le langage de Téhéran, qui a une inversion du langage par je ne sais quelle pirouette, où c'est devenu un mouvement de résistance. C'est devenu un mouvement de résistance. Et on a essayé de justifier. Expliquer, c'est pas justifier. Là, on a essayé de justifier. Les pogroms du 7 octobre ont essayé d'être justifiés par un mouvement de résistance. C'est quelque chose d'injustifiable. C'est aussi ça, l'influence. Merci. Absolument, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je cite juste une chose. Vous dites que, concernant ces attentats du 7 octobre, que 500 militants du Hamas avaient été formés en Iran juste avant. Et ça, c'est une information donc rendant l'Iran en partie responsable des attentats du 7 octobre. C'est une information que je ne connaissais pas. Merci Emmanuel Razavi. Merci à vous. Jean-Marie Montali d'être venu parler de ce livre, La pieuvre de Téhéran. Merci Camille.